Michel Dreyfus est historien. Il est directeur de recherche au CNRS et au Centre d'histoire sociale du XXe siècle de l'Université Paris 1. Il est spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier, donc voilà un point commun entre nous, notamment du syndicalisme et de la mutualité. Et donc, outre les nombreux ouvrages qu'il a écrits sur ces sujets, il est également l'auteur d'un livre qui s'intitule « L'antisémitisme à gauche, histoire d'un paradoxe » de 1830 à nos jours, qui a été édité une première fois en 2009 et réédité à la Découverte Poche, et c'est en 2011. Voilà, donc aujourd'hui, il nous présentera, dans le cadre de ce panel sur les réalités contemporaines de l'antisémitisme, l'antisémitisme à gauche. Je pense qu'il tient particulièrement à l'usage de la particule « à » plutôt que « de gauche ». Il nous expliquera certainement pourquoi dans son exposé. Je lui laisse la parole directement, donc pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Donc je vais aborder un sujet qui n'est pas facile, mais qu'il faut aborder, c'est la question de l'antisémitisme à gauche. Et effectivement, j'en ai traité dans un ouvrage, comme vous l'avez dit. Donc je vais présenter les grandes lignes de cet ouvrage et je conclurai par quelques réflexions sur l'actualité, dans la mesure où je me demande si il ne faudrait pas écrire un 6e chapitre. Enfin, en tout cas, la question se pose parce qu'il y a un tas de polémiques en France et dont je voudrais dire un mot. Alors, première remarque, antisémitisme à gauche. On ouvre les yeux, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, on pense que l'antisémitisme, c'est d'abord à droite. Effectivement, dans toute l'histoire, la droite était beaucoup plus importante que la gauche. Il n'empêche que, malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis de gauche, et j'ai toujours été, je le revendique, il y a eu aussi un antisémitisme à gauche, et effectivement, on a affaire à, je vais dire, des notions qui se contredisent complètement. Pour faire court, la gauche, c'est quoi? C'est des valeurs universelles, c'est un projet de société, c'est la solidarité, c'est le progrès. L'antisémitisme, c'est la haine, c'est le rejet d'un groupe humain, on sait où ça a amené. Donc, effectivement, tout semble les opposer. Il n'empêche que des formes d'antisémitisme ont aussi existé à gauche, même s'il a fallu beaucoup de temps pour les comprendre, et je ne peux pas développer ici, parce que ce sera un peu long, le fait que beaucoup d'historiens, y compris de la gauche, qui étaient eux-mêmes issus de la gauche dans ses diverses composantes, ont mis beaucoup de temps à le comprendre. Et bon, j'ai fait cet ouvrage pour la France. Je pense qu'il y aurait un travail à mener, pas seulement en France, mais en Belgique, en Italie, en Allemagne, etc. Bon, j'y reviendrai. Bon. Dans cet ouvrage, je distingue 5 formes d'antisémitisme qui existe dans la gauche depuis son apparition, depuis l'origine du mouvement ouvrier, c'est-à-dire les premiers socialistes utopiques, les années grosso modo 1830 et jusqu'à 2009. J'ai distingué, pour faire court, 5 phases, 5 modèles. Premièrement, un antisémitisme économique qui est développé chez un nombre de socialistes, en particulier Proudhon, comme quoi c'est les débuts du capitalisme industriel et on est frappé par la réussite économique des Juifs, en particulier Rothschild, qu'on dénonce. Alors, Proudhon a des termes incroyables, enfin d'autres aussi, et de façon tout à fait excessive, parce que les historiens ont travaillé là-dessus, se rendent compte qu'effectivement, un certain nombre de Juifs ont participé au développement économique du pays, mais ils n'ont pas été les seuls. Bon, donc c'est une première forme. Une deuxième forme émerge au début des années 80 et s'organise autour d'un journaliste qui a eu son heure de gloire qui s'appelait Drummond, et qui popularise un antisémitisme qui repose beaucoup plus sur l'idée de race. Il faut bien se penser qu'à l'époque, la notion de race, qui est évidemment complètement rejetée aujourd'hui, a un grand succès, y compris dans les milieux intellectuels, mais pas seulement de droite et d'extrême droite, mais aussi de gauche, mais aussi républicains. Et ça, je veux dire, c'est une notion qui va être forte jusqu'aux années 20, un peu après se dissoudre. Et à partir de là, Drummond explique que les Juifs sont une race extrêmement dangereuse, ils veulent tout contrôler, etc. Donc, il y a une sorte d'inflexion
par rapport à ce premier antisémitisme. Et pour dire une chose, Drummond publie en 1886 un ouvrage dans lequel il dit tout ça, qui a eu un succès incroyable, qui a été repopularisé jusqu'en 1914. Et ce qui est grave, c'est qu'on voit que la gauche qui, en France, je ne parle que de la France, la gauche qui est en train de s'organiser, mais qui est très faible, est, influencée par cet antisémitisme. Et on voit un certain nombre de gens de gauche, de militants, je vous renvoie à mon livre, qui expliquent tout à fait, même qui cherchent des alliances plus ou moins proches avec Drummond. Donc, et le grand tournant va être l'affaire Dreyfus, parce que sous l'impulsion de Bernard Lazare, sous l'impulsion de Jean Jaurès, sous l'impulsion de Lucien Hère, qui sont deux sociétés anarchistes, la gauche comprend qu'il n'est plus possible d'être antisémite, et rompt avec cela. Alors, ça ne disparaît pas. On trouve, là aussi je vous renvoie à mon livre, des formes d'antisémitisme qui existent après l'affaire Dreyfus, la fin de l'affaire Dreyfus 1899 et surtout 1906, jusqu'à la Grande Guerre, mais elles sont beaucoup plus marginales, et leurs auteurs expliquent toujours, nous n'avons rien contre les Juifs, mais enfin quand même, il y a des choses qui sont scandaleuses, etc. Mais enfin là c'est vraiment le grand tournant. Donc l'affaire Dreyfus, c'est un moment extrêmement important dans cette histoire. On passe sur la période de la Grande Guerre, on passe sur la période des années 20, et l'antisémitisme revient à gauche sous une troisième thématique qui explique que les Juifs sont des fauteurs de guerre. Vous voyez, évidemment, l'arrivée de Léon Blum au pouvoir en 1936 aggrave considérablement les choses, parce que Léon Blum, même, c'est pas dit comme ça, c'est pas tout à fait, ça prendra un peu de temps, mais enfin, Léon Blum est dénoncé comme juif qui veut faire la guerre à l'Allemagne, parce que l'Allemagne nazie persécute les juifs, donc il est entouré par un très grand nombre de juifs, là aussi on donne des noms, mais on survalorise celle-là complètement, et ceci vient en résonance avec le sentiment pacifiste de la France. Il faut bien se souvenir que dans les années 30, le poids du pacifisme est très fort en France, à gauche, mais pas seulement à gauche, à droite aussi, parce que la Grande Guerre est passée par là, et qu'en gros, plus jamais ça. Donc, l'idée d'une nouvelle guerre mondiale, c'est pas possible, et effectivement, la gauche va être de plus en plus amenée à se diviser entre pacifistes et antifascistes, ceux qui pensent malgré tout, il est possible d'avoir un accord avec Hitler, et les antifascistes qui disent non, c'est pas possible. Évidemment, ça prend du temps, Munich. Mais enfin, ça se précise. Et un certain nombre de pacifistes en sont amenés, qui sont quand même plutôt de gauche, qui sont au Parti socialiste du Progrès, viennent à dénoncer Léon Blum. Et de façon de plus en plus forte. Et pour montrer que, ceci est important, il faut bien voir qu'en 1939, à la veille de la guerre, le Parti socialiste est cassé entre deux tendances, les pacifistes, donc ceux qui cherchent un accord éventuel avec Hitler et qui sont de plus en plus antisémites, et qui le disent, et les antifascistes qui, qui ne veulent pas. Je laisse la question de la gauche, des hommes de gauche qui deviendront collaborateurs sous Vichy, parce que là aussi, il faudra un exposé particulier, même plus d'un pour en parler. Mais une troisième forme. Une quatrième forme, vous avez évoqué le négationnisme, il faut en dire quelques mots. Parce que tout ce que vous avez dit est tout à fait juste, mais vous me permettrez d'ajouter que le négationnisme dont on parle aujourd'hui est né sous une première forme qui s'appelle le révisionnisme, qui est pensé par un homme venu de la gauche, qui s'appelle Paul Racinier, qui a été communiste, puis socialiste, résistant, déporté, socialiste au retour de la guerre, et qui peu à peu commence à remettre en cause, c'est pour ça qu'on appelle le révisionnisme, remettre en cause l'existence des camps, et relativiser, oui, on n'a pas tué tant de juifs que ça, les 6 millions c'est un bobard, il y en a que 2 millions, etc., etc. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ceci est tout à fait minoritaire, il n'empêche qu'un certain nombre, pas beaucoup, mais un certain nombre, quelques anarchistes, ils se rapprochent des anarchistes dans les années 50,
soutiennent Racinier, sont proches de Racinier, qui, par ailleurs, a des contacts aussi avec l'extrême droite en France, mais aussi en Allemagne. Et une deuxième étape va se produire. Racinier meurt symboliquement en 1967. 67, c'est la guerre contre Israël. Mais son héritage spirituel, si vous voulez, sera repris par un autre homme de gauche, d'ultra-gauche, qui s'appelle Pierre Guillaume, qui vient de l'ultra-gauche, non pas trotskiste, mais bordiguiste. Alors c'est l'ultra-gauche bordiguiste, c'est quoi? C'est l'ultra-gauche qui se réclame de Bordiga. Bordiga était un des fondateurs du Parti communiste italien et qui a rompu avec l'Union soviétique et qui pense que il n'y a plus rien à faire avec l'Union soviétique. L'Union soviétique n'est plus un État socialiste, mais ses disciples en viennent, lui-même, en viennent à penser qu'après la Seconde Guerre, l'antifascisme, par exemple, est une valeur complètement inutile, dont il faut se débarrasser, inutile, et donc ils approfondissent cette analyse de plus en plus. Et alors, le négationnisme, on a vu les ravages que ça a fait. Alors, il faut bien voir qu'au départ, ceci concerne des groupes tout petits. Le négationnisme en France, vous avez cité Faurisson, je cite Pierre Guillaume, c'est quoi, une dizaine de personnes, moins d'une centaine peut-être. Bon, ça a peu d'importance. Il n'empêche qu'à un moment, ça prend de l'importance. Quand Jean-Marie Le Pen, par exemple, parle du détail de l'histoire, excusez-moi, là, on change complètement de, comment dirais-je, d'envergure, d'importance. Et effectivement, la question de l'influence de l'antisémitisme à gauche ne cesse de se poser, c'est-à-dire que ce sont des choses qui évoluent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir ce que disent les gens, même si c'est important, il faut voir aussi quelle importance ça a, et bien voir que l'influence négationniste, révisionniste puis négationniste, ça a été tout à fait minoritaire, ça a été plus important ensuite, et je dois dire, je vous renvoie toujours à mon livre, au fait qu'un certain nombre de gens d'extrême gauche, d'abord, se sont posé des questions, ont été plus ou moins avec des nuances, mais enfin bon, il faut discuter, oui, c'est important, etc. Bon, donc se sont laissés plus ou moins imprégnés par cela. Certains ont reconnu leurs erreurs, pas tous, là encore, mais donc il faut voir tout ça dans l'espace et dans le temps. Et dernier point, alors là j'ouvre la boîte de Pandore, je ne pouvais pas ne pas aborder dans mon ouvrage la question d'Israël. Parce que la question d'Israël focalise toutes les passions, tous les débats, je vais y revenir, mais je veux dire, en 2009, il faut bien voir que la gauche et l'extrême gauche ont eu des positions d'abord divergentes sur Israël, mais à part de toutes petites exceptions, on ne peut pas parler d'antisémitisme. Pour faire court, la gauche modérée, la gauche socialiste, a soutenu Israël, elle soutenait déjà le projet sioniste à partir des années 20, et elle a soutenu Israël à partir de la libération et grosso modo jusqu'à nos jours, alors que le PC, le Parti communiste et l'extrême gauche, trotskistes, anarchistes, etc., étaient critiques, mais aussi avec des nuances dans les détails desquels je ne peux pas rentrer pour l'instant, mais il y avait une critique par rapport à Israël, critique parfois par rapport aux sionistes, il y a eu quelques dérapages, je les cite, mais enfin bon, c'était quand même peu de choses, et depuis, je vais revenir, depuis les choses se sont exacerbées, mais une des difficultés quand j'ai publié mon ouvrage, c'est que cette question soulève toutes les passions, il est extrêmement difficile d'en parler sereinement, ça soulève des passions d'un côté comme de l'autre, du troisième et tout. Et j'ai participé à un tas de débats et j'ai entendu tout et son retrait, j'ai accusé tout et son retrait. Peu importe, la question n'est pas là, mais il faut bien voir que c'est une question ultra sensible, une question ultra sensible. Il n'empêche que ce qu'on appelle aujourd'hui la critique du sionisme peut parfois, y compris dans certains milieux d'extrême droite, peut parfois avoir des connotations antisémites, même si on ne le lit jamais, mais cette focalisation sur ce conflit, et l'oubli d'ailleurs d'autres conflits, je ne sais pas, la guerre Irak-Iran, la répression, la guerre civile en Algérie, et bien d'autres, bon, ça c'est passé, mais il y a une focalisation sur ce conflit qui peut amener, comment dirais-je, à certaines formes d'antisémitisme. Alors, je dirais, pour finir, parce que je vois le temps qui passe et j'essaie de respecter mon temps, je dirais quelques mots
sur la situation actuelle aujourd'hui en France, en étant bien conscient que, là encore, beaucoup de questions se posent, ce sont des choses qui évoluent, et bon, mais on peut quand même dire 4 ou 5 choses. La première, c'est pas un scoop, ça ne vous a pas échappé, la gauche française va mal. La gauche française va mal, ça, merci, vous l'aviez compris. Aussi bien, pour aller vite, la gauche socialiste, qui est divisée en moult courants, je n'entre pas dans les détails, que le Parti communiste qui s'est effondré depuis 25 ans. Je rappelle qu'en 1980, quand le Parti communiste, Georges Marchais, s'est présenté au présidentiel, il avait 15,8% des voix. À l'époque, c'est paru un coup de tonnerre, parce que le PC faisait toujours 20% des voix. Je crois que le PC serait extrêmement heureux aujourd'hui de faire 15% des voix. Il en est très loin. Je rappelle qu'aux dernières présidentielles, aux dernières législatives, ça tournait autour de 2 à 3%. Bon, donc je n'y paye pas dessus. Il y a une seconde chose, second élément. La gauche est en train de perdre, à mon avis, une valeur qui était essentielle, qui était très importante chez elle, c'est l'antifascisme. L'antifascisme. Alors, on peut évidemment dire que l'antifascisme a correspondu à une période. Il y a d'ailleurs différentes périodes dans l'histoire de l'antifascisme. Il n'empêche que l'antifascisme, dans ses composantes et dans sa chronologie, a été un ciment de la gauche des années 20, des années 30 plutôt, aux années 1980. Maintenant, c'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire que, bon, c'est soit par un vieillissement, soit par, je ne sais pas, mais enfin, on constate, comment dirais-je, ce délitement. Et il faut bien voir que la lutte de la gauche, parce que je ne peux pas parler ici de la lutte de la gauche contre l'antisémitisme, ce sera un autre exposé, mais évidemment très important, cette perte de l'antifascisme contribue également à diluer la lutte de la gauche contre l'antisémitisme. Ça, c'est tout à fait net. Il y a un troisième point, vous l'avez un tout petit peu évoqué, la question de l'islamo-gauchisme. La question de l'islamo-gauchisme, c'est quoi ? C'est ce que certains, je pense à Pierre-André Taguieff particulièrement, dénoncent comme une alliance de ceux qui soutiennent l'islam et les islamites et l'extrême gauche, une partie de l'extrême gauche. Et évidemment, la question se posait un peu en 2009, elle se pose beaucoup plus aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé en France, mais aussi en Belgique. Et effectivement, la question, comment elle se pose. Alors, moi, j'ai un désaccord là-dessus. Enfin, je l'ai exprimé parce que je pensais, et je pense toujours, qu'en 2009, l'islamo-gauchisme, c'était une frange extrêmement réduite. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui a plus d'influence, qui se développe, qui est plus important. Bon, évidemment, on peut en débattre et ce n'est pas simple, mais enfin, je pense qu'il faut tenir compte de cette évolution et il y a effectivement cette évolution depuis quelques années. Pour où, je ne sais pas, mais enfin, je pense que c'est important. Bon. Quatrième point, je ne sais pas si vous connaissez ça en Belgique, mais enfin bon, nous avons ça en France, l'apparition, et là aussi c'est un phénomène nouveau, de ce que j'appellerais une gauche identitaire. Une extrême gauche identitaire et une gauche identitaire. Alors bon, je vais rappeler quelques postulats, un ou deux postulats de base, c'est-à-dire que la gauche, j'emploie à dessein ce terme, a pensé d'abord en termes de lutte de classe. Bon, je ne dis pas un scoop en disant ça. Bon, eh bien, on voit un certain nombre de groupes d'extrême gauche et une gauche identitaire aux marges de l'extrême gauche. Je ne rentre pas dans les détails. Je citerai simplement le Parti des indigènes de la République, qui, à mon avis, est, comment dirais-je, le plus symbolique de ce genre de choses, qui ne met plus en avant la notion de classe, mais en avant la notion de race. Ce qui est un renversement complet, avec lequel, personnellement, je ne suis absolument pas d'accord, mais bon, ça pose un tas de problèmes, et il faut bien voir que l'influence de ce parti, je réfléchis toujours en termes d'influence, parce que c'est important, l'influence de ce parti est réduite. En revanche, ces idées sont défendues, alors mezzo voce, là aussi je ne peux pas entrer dans les détails, par un certain nombre d'intellectuels de gauche qui disent oui, il y a quand même quelque chose à penser, etc. Avec tout le débat en plus sur l'islamisme en France, mais je pense pas seulement en France, vous voyez comme ceci est extrêmement compliqué, complexe, mais tout ceci contribue
évidemment, a posé bien des questions, et je pense, encore une fois, qu'elle ne se pose pas qu'en France. Alors, une ou deux remarques, trois remarques pour finir. Trois remarques pour finir. La première, c'est que je remarque que la gauche, pourquoi j'ai appelé antisémitisme à gauche? Parce que je pense, et je continue à penser, que effectivement il y a eu un antisémitisme à gauche, mais qui reprenait un certain nombre de thèmes d'extrême droite. En quelque sorte, la gauche se laissait imprégner par ces thèmes, mais n'avait pas une pensée originale, et fort heureusement, en la matière. Bon, c'est-à-dire, bon, ça c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point, encore une fois, il est absolument capital de comprendre l'influence. Bon, je ne prends qu'un exemple. Nous sommes en pleine, à la veille de l'affaire Dreyfus. Effectivement, un certain nombre d'hommes de gauche ont des dérapages antisémites, etc. Sauf que leur influence n'est pas du tout la même que celle de droite. Je ne prends qu'un exemple. Le journal La Croix, qui paraît aujourd'hui, qui évidemment n'a plus rien à voir avec ce discours, je m'empresse de le dire. Le journal La Croix, qui publie à des centaines, qui est un quotidien catholique, qui publie à des centaines de milliers d'exemplaires, se proclame, c'est marqué sur son bandeau, premier journal anti-juif de France. Premier journal anti-juif de France. À côté de cela, la presse socialiste, pas encore l'Humanité, ce sera après, mais enfin un certain nombre de journaux socialistes, c'est quoi? Quelques dizaines de milliers de lecteurs. Donc vous voyez les différences. Je pourrais reprendre la comparaison pour les années 30. C'est-à-dire que effectivement, il y a un certain nombre de gens de gauche, notamment des pacifistes de SFIO, pas seulement un petit peu au PC, surtout à SFIO, qui ont des dérapages de plus antisémites, mais l'influence qu'ils ont avec l'antisémitisme que connaît notre pays à l'époque, avec Coston notamment, et un tas d'autres, est absolument sans commune mesure. Parce qu'il y a un tas d'officines, de journaux, de propagande, etc., qui déversent une propagande antisémite qui est beaucoup plus forte. Donc la question du rôle, il faut naturellement voir ce que les gens disent, mais il faut voir comment ils le disent, et il faut voir comment ils sont entendus. Deux derniers points. Donc, il faut quand même pas oublier que la gauche en France a été, et il est encore le plus souvent minoritaire, plus ou moins minoritaire, mais clairement minoritaire dans la société. Donc ça, je tiens à le dire. Dernier point, c'est que j'aurais voulu, quand j'ai fait mon ouvrage, et encore une fois, il y a beaucoup de polémiques, mais je maintiens tout ce que j'ai écrit, je crois qu'il serait nécessaire de faire cette recherche à l'échelle internationale. Je ne prends qu'un exemple, celui de la Belgique, où vous avez un socialiste belge qui s'appelait Edmond Picard, qui était un important du Parti socialiste belge, du Parti ouvrier belge, qui a effectivement des dérapages antisémites énormes. Et là vraiment, je termine. Un étudiant russe arrivé à l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Leon Sovetchik, soutient en 1898 une thèse dans laquelle il explique il y a un prolétariat juif. Parce qu'à l'époque, les juifs, c'était le gros cigare, le chapeau, le banquier, etc. Et il raconte, en préambule de sa thèse, quand j'ai proposé ce projet à un professeur, il m'a dit, mais vous êtes sûr qu'il y a des ouvriers juifs? Bon, ce texte est introuvable et je vais le rééditer dans les semaines à venir. Je vous remercie.